quand je vais à Bassa, quand je vais à Kondi, Bassa, quand je vais à Bédi, je n'ose plus demander les gens. Parce que chaque fois que je demande où est passé un tel, je m'entends dire qu'il est mort il y a longtemps. Mais de quoi meurent les gens? Les gens meurent de palu. Les gens meurent de faim. Les gens meurent d'une hépatite. Les gens meurent d'un abcès mal soigné. Les gens meurent de malnutrition. Les gens meurent de n'importe quoi. On a voulu à un moment donné focaliser l'attention sur le seul VIH-Sida qui a fait des ravages et continue de faire des ravages dans les sociétés africaines. Mais on sait très bien que même le VIH-Sida prospère là où toutes les autres maladies prospèrent d'abord. Car c'est une maladie immunitaire. Les individus affaiblis par la malnutrition, par la pauvreté, sont encore plus accessibles aux maladies hautement virales, disponibles dans l'espace de leur vie et dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, les Camerounais ont peur, croient-ils, de mourir dans des manifestations ayant pour but d'obtenir leur liberté, et quand ils restent cachés chez eux, ils meurent encore plus. Est-ce que vous comprenez le raisonnement que je suis en train de faire? Il faut que vous le compreniez. Il faut que notre peuple comprenne que ce n'est pas en restant chez soi qu'on vit longtemps. Il faut que notre peuple comprenne que ce n'est pas en ne se mobilisant pas, en laissant que c'est les autres qui aillent, qu'on vit chez soi. Non. Le Cameroun que nous avons là aujourd'hui, je vous l'ai déjà représenté par la métaphore d'un mur. C'est un mur. Si nous ne nous arrangeons pas à faire tomber le mur dans la bonne direction, le mur va nous tomber à tous dessus. Croyez-vous que si le Cameroun, avec tous les facteurs d'insécurité qui l'entourent, la zone nigériane, la zone de Boko Haram, la zone centrafricaine, la zone congolaise, la zone du Biafra, tous ces facteurs d'insécurité, et en plus un régime moribond, un régime qui se prépare à une guerre successorale interne fratricide, si le Cameroun implose aujourd'hui, parce que le peuple camerounais n'a pas pris la responsabilité d'être auteur de sa propre émancipation, vous pensez que les murs du Cameroun vont retomber sur qui? Mais ils vont retomber sur vous, sur nous qui sommes à Douala, à Yaoundé, dans les campagnes, à Garoua, à Ngaoundéré, à Tibati, à Bagno, à Batouri, dans nos maisons, en train d'attendre que les autres manifestent. La mort viendra chercher les gens dans leurs maisons. Un pays qui implose ne choisit plus ses victimes. Les victimes ne sont plus triées. Donc il s'agit de comprendre qu'en réalité, il y aura plus d'économie de vies humaines à se mobiliser massivement ensemble pour mettre fin à la dictature actuelle qu'en continuant de mourir comme les oiseaux se cachent pour mourir. Collectivement et individuellement. Les Camerounais, ils meurent dans la diaspora sur les routes du Sahara, de la Méditerranée. Ils meurent dans le froid d'hiver en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, abandonnés par les ambassadeurs du Cameroun, par les fonctionnaires des ambassades du Cameroun. Les Camerounais meurent comme des mouches. Ils crèvent en Afrique de l'Ouest, ils crèvent en Afrique du Sud, ignorés de leur représentation consulaire, qui n'en ont rien à foutre. Qui compte ces Camerounais-là? Qui compte toutes ces personnes abandonnées, dont les vies et les morts sont considérées comme superflues par le régime de M. Biya? Comment pouvons-nous prétendre qu'en sortant massivement manifester, nous sommes plus en danger qu'en restant mourir dans nos maisons, en restant attendre la guerre civile que Biya va provoquer, que Biya est en train de provoquer, et qui va se généraliser sur tout le territoire national et empêcher les pauvres gens de vivre? Le peuple camerounais doit comprendre que la victoire politique est à sa portée de main. C'est le peuple camerounais qui doit remporter la victoire politique. Le président Maurice Kamto, à lui tout seul, ou avec ses compagnons, ou nous qui parlons, ne pouvons tout seuls. C'est ensemble que nous pouvons. Et cet ensemble doit être une masse critique de citoyens qui déborde l'appareil répressif de Biya. Une masse critique de citoyens tels que Biya et les 4 corps de la milice tribale qui l'accompagnent dans sa résistance au pouvoir renoncent à la vue d'œil. Ils renoncent à l'usage de la force militaire. Je conclus sur un dernier point.
le bilan spirituel de la révolution. Si la révolution est encore en difficulté sur le plan politique, c'est que les énergies spirituelles positives de l'amour, dont j'ai parlé depuis le début de cette conférence, n'ont pas encore triomphé. Il faut que nous soyons individuellement et nombreusement convaincus que c'est en puisant dans ce que chacun d'entre nous a de positif et en le mettant ensemble que nous pourrons changer le Cameroun. Nous avons ce problème-là, celui de penser qu'en utilisant des méthodes négatives, nous allons arriver à un résultat positif. En politique, ce n'est pas ce qui se passe en mathématiques qui se passe. Ce n'est pas la somme des négativités qui produit la positivité. En politique, il ne suffit pas que tu restes dans ta maison quand il faut manifester. Je reste dans ma maison quand il faut manifester pour que notre liberté soit reconnue dans la rue. En politique, il ne suffit pas que tu me laisses, moi, prendre des risques pour toi, pour que par la suite, j'aille cueillir le fruit de la liberté que je viens te le donner. Non, non, ça ne marche pas en politique. La liberté se fait ensemble. C'est une vertu collective qui se développe et qui se protège. C'est une conquête collective. On ne peut pas libérer un peuple sans ce peuple. On ne peut pas libérer un peuple malgré lui, contre lui, sans lui. Ce n'est pas possible. Si vous êtes libéré malgré vous et contre vous, celui qui vous libère devient votre nouveau tyran. Je recommence. Si vous êtes libéré malgré vous et contre vous-même, votre libérateur est votre futur tyran. Car de toutes les façons, il pourra toujours vous dire, vous n'avez rien foutu, c'est moi qui ai tout fait, alors soumettez-vous. Vous êtes habitué à vous soumettre. Donc le peuple camerounais doit faire la balance suivante. Est-ce que nous mourrons moins en manifestant massivement pour changer les institutions de notre pays, ou est-ce que nous mourrons plus, ou est-ce que nous mourrons moins en restant chez nous et en laissant quelques-uns d'entre nous prendre des risques pour nous tous? Faites les statistiques, citoyennes et citoyens du Cameroun. En restant chez vous, comme la majorité d'entre vous continuez de le faire, vous mourrez plus. Et le jour où vous comprendrez qu'il vous faut prendre massivement vos droits, conquérir massivement vos droits, vous commencerez à partir de ce jour-là même à mourir moins. Et un jour, vous ne mourrez plus d'être libre. Vous ne mourrez plus de liberté au Cameroun. Je vous le dis sous la forme d'une parabole. Beaucoup d'entre nous continuent de croire qu'en ne s'engageant pas en tant que citoyens pour la liberté, pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice dans notre pays natal, le Cameroun, eh bien, ils sauvent ainsi leur vie et laissent d'autres sacrifier la leur pour eux. C'est faux. La mort vient les trouver à la maison. L'espérance de vie est de moins de 50 ans. Tu ne veux pas manifester, non? Tu ne veux pas manifester pour que le dispensaire fonctionne, pour que les routes soient bien faites. Tu ne veux pas manifester pour que les lycées, les universités soient modernes. Tu ne veux pas manifester, non? Tu ne veux pas manifester pour que les aéroports, la police, la gendarmerie, etc. respectent tes droits. Tu ne veux pas manifester, non? C'est tout ça là qui te tue. Parfois même, tu n'arrives pas à 30 ans. Tu es balayé. Tu es balayé. Nous avons les statistiques objectives qui indiquent que les Camerounais sont massacrés par l'organisation sociale, économique, politique de leur pays, plus massivement que pendant toutes les manifestations qu'ils peuvent avoir faites depuis que le peuple camerounais existe. Oui, une mobilisation suffisante du peuple camerounais pour paralyser l'appareil répressif sera beaucoup plus rentable en économie de vies humaines que la continuité de la destruction lente, du poison dans la nation. La mort dans les dispensaires par abandon, la mort hors des hôpitaux par abandon, la mort sur les routes par abandon, la mort de faim par abandon, la mort de pauvreté par abandon, la mort de superfluité, les morts de la violence par abandon, les morts parce que emprisonnés de manière injuste, les morts de nos prisons, emprisonnés sans jugement, qui crèvent. Tous ces gens-là, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui d'entre nous qui peut l'être dans les conditions actuelles du Cameroun. Donc si vous ne comprenez pas, si vous ne prenez pas conscience du fait que ce n'est pas en fuyant vos devoirs citoyens que vous vivrez longtemps, eh bien la malmort viendra vous trouver caché dans votre trou. Et ainsi, on pourra dire du peuple camerounais que la plupart de ses membres se cachent pour mourir, comme les oiseaux. Serions-nous en train de devenir un peuple d'oisilleurs?
J'entends beaucoup dire, professeur, vous le dites, vous êtes dans la diaspora, vous parlez à partir de la France, et c'est vrai que c'est une position facile. Mais il vous faut être suffisamment naïf pour penser que la posture du citoyen résistant que je suis ne me vaut pas, à l'instant présent, d'avoir ma vie mise à prix, ma tête mise à prix par le régime Biya. Le régime Biya assassine dans les frontières comme hors des frontières. Est-ce que Guerandi Mbara était venu au Cameroun pour se faire tuer? N'était-il pas opposant au régime Biya? Le régime Biya n'a-t-il pas monté un stratagème pour assassiner Guerandi Mbara? Ne continue-t-on pas aujourd'hui de gloser sur les circonstances dans lesquelles le combattant citoyen Pius Ndiawe a été tué aux États-Unis? Avez-vous oublié? Pensez-vous que notre engagement aux côtés de notre peuple dans la diaspora coûte moins cher en vie humaine que le vôtre? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous sommes tous en permanence menacés de mort dès lors que nous devenons un caillou dans la chaussure de ce régime. Je ne compte pas le nombre de messages de menaces de mort que je reçois par jour pour mon engagement avec mon peuple natif du Cameroun. J'en reçois à tous les carrefours. Je reçois des coups de fil d'officiers des renseignements généraux qui sont des menaces explicites en numéro masqué. J'en reçois. J'ai fait de nombreuses dépositions en ce sens auprès de la police française pour indiquer que je sais que parce que je m'engage pour l'état de droit, la démocratie, l'émancipation dans mon pays natal, le Cameroun, je suis menacé de mort. Et que le régime camerounais a déjà tué des Camerounais à l'étranger. Le président Félix Moumié, où est-ce qu'il a été assassiné? En 1960, en novembre. C'était pas à Genève? C'était pas à Genève, en Suisse? Vous avez oublié? Ne tombez pas dans l'illusion que notre engagement, nous qui sommes dans la diaspora, est moins dangereux que le vôtre, vous qui êtes sur le territoire national. Non, c'est un engagement dans un contexte différent, bénéfique peut-être parce que nous bénéficions d'un certain nombre de libertés d'action, de communication, de mobilisation qui ne sont pas aujourd'hui accessibles sur place au Cameroun, mais n'oubliez pas que nous risquons tous nos vies. Nous risquons tous nos vies avec vous. Et quand en plus, nos idées se mettent à peser dans l'opinion et à libérer notre peuple des démons de la peur qui le ligotent depuis des décennies, nous devenons une tête mise à prix. Il faut que vous le sachiez. Donc il s'agit là d'un combat générationnel et c'est un combat qui est une marche sans retour. Il n'y a pas de marche arrière dans ce combat-là. Quand on affronte un régime pervers et méchant comme celui de Biya, il ne faut pas rêver d'un retour en grâce ou même d'une entrée en grâce. Il ne faut même pas rêver de recevoir de ce pouvoir-là un cadeau qui ne soit pas un poison. Donc, d'un point de vue spirituel, j'insiste encore pour dire que nous n'avons pas encore réussi à casser toutes les chaînes mentales accumulées à travers l'histoire qui retiennent encore la majorité de notre peuple emprisonné en lui-même. Le peuple camerounais n'est pas entièrement à Kondengui, comme son président élu, mais le peuple camerounais est kondinguisé dans son corps. Oui, j'introduis le verbe kondinguiser. Kondinguiser quelqu'un, l'emprisonner chez lui. Eh bien, le peuple camerounais est kondinguisé dans son corps. La kondinguisation, c'est l'emprisonnement d'un peuple entier dans son propre corps. Faire du corps de chaque individu du peuple camerounais une prison de peur, une chape de plomb. Et alors, le forcer à accepter de mourir en se cachant. Comme pauvre Martin dans la chanson de Brassens. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Ce beau poème de Brassens, cette belle chanson, s'applique massivement à la situation de ce peuple camerounais
qui aujourd'hui encore dans son écrasante majorité attend que sa libération vienne des autres. Qu'elle vienne de la France, qu'elle vienne des États-Unis, qu'elle vienne de l'Union africaine, qu'elle vienne, je ne sais pas, d'un groupe de putschistes militaires, qu'elle vienne de ceci ou de cela, alors que la meilleure des libérations pour un peuple est celle à laquelle il participe lui-même. Aïe, aïe, le goût de ça, si le peuple camerounais mesure le goût qu'il va ressentir de lui-même, d'être l'acteur majeur de sa révolution, de son changement. Les véritables libertés sont celles auxquelles participent massivement les millions de citoyens d'un peuple. C'est jamais tous les citoyens. Ne rêvons pas d'un jour où il y aura 25 millions de Camerounais dans la rue, sauf si le Cameroun gagnait la Coupe du Monde de football. Ça, je suis sûr que ce jour-là, il y aurait 25 millions de Camerounais dans la rue. Car enfin là, ils ont l'occasion de faire, ces 25 millions, ce qu'ils n'osent pas faire pour eux-mêmes, au quotidien. Mais au Cameroun aujourd'hui, c'est d'une mobilisation d'1 million. Mais je dis bien d'1 million de Camerounais face à l'appareil répressif de Biya que nous avons besoin. Comment est-il possible que nous soyons 25 millions sur ce territoire national et que nos mobilisations ne soient pas capables de contraindre l'appareil répressif de Biya en sortant 1, 2, voire 3 millions de nos concitoyens sur des cibles que nous connaissons déjà pour empêcher l'appareil répressif d'empêcher notre peuple de s'exprimer. Cela vient de la condinguisation du peuple camerounais. Et le peuple camerounais est prisonnier de lui-même. Il est prisonnier de sa propre peur. Il tremble devant l'image qu'on lui a fabriquée. On lui a fabriqué l'image d'un peuple qui, étant braqué, menacé de mort, croit vraiment que Biya, lui seul Biya, avec sa milice satrapique, peut éliminer 25 millions de Camerounais en un jour. Parce qu'ils ont manifesté. Vous avez déjà vu ça où? Dans quel pays du monde vous voyez un seul homme politique capable d'empêcher 25 millions de types de se libérer de son système? Au Cameroun, c'est d'1 million de personnes. 1 million de personnes que nous avons au fond besoin. 1 million. Seulement 100 000 personnes par ville principale du Cameroun. Je dis bien 100 000 par ville principale du Cameroun. Et la situation bascule en 24 heures. Les Camerounais, collectivement, doivent prendre conscience que la liberté du Cameroun, la victoire politique est dans leurs mains. Le président Kamto nous a conduits aux victoires diplomatiques, juridiques, démocratiques et médiatiques. Le peuple camerounais lui-même a réalisé les victoires médiatiques. Nous contrôlons aujourd'hui l'essentiel de l'information sur le Cameroun. Vous et moi. Ce direct, par exemple, est beaucoup plus suivi que les déclarations de n'importe quel ministrion du régime Biya. Grâce à vous, grâce à nous. Mais nous n'avons pas encore obtenu la victoire politique parce que nous n'avons pas encore obtenu la victoire spirituelle. La victoire spirituelle, c'est l'auto-émancipation de la condinguisation physique, mentale, psychologique de longue date infligée à notre peuple. J'aborde à présent ensemble les deuxième et troisième parties de cette conférence. J'ai beaucoup parlé du bilan de la Révolution. J'espère avoir très clairement indiqué ce bilan sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan spirituel. Je voudrais maintenant parler à la fois des fissures du système Biya tel que ce système se présente à nous aujourd'hui et je voudrais indiquer les tâches que ces fissures nous imposent. D'abord, le système Biya est un système fissuré. Le symbole de cette fissure-là, c'est le fait que Biya lui-même, désormais, il est manutentionné et télécommandé par une femme dont l'intelligence est proportionnellement inverse à sa taille. Je recommence. La première fissure du système Biya s'appelle Paul Biya lui-même. Paul Biya lui-même est désormais un vieillard manutentionné. On l'a vu par sa femme l'autre jour, le 20 mai. Et il est télécommandé. Donc en réalité, nous avons désormais une loque physique et une loque psychique à la tête de l'État. Elle est le symbole de la sclérose du pouvoir. Le fait que M. Biya ne soit plus lucide pendant une véritable journée d'homme et ne soit plus capable d'assumer au quotidien des fonctions de chef d'État fait que désormais à la tête de l'État du Cameroun, sachez bien qu'il y a un cerveau. Ce cerveau
s'appelle désormais Chantal Biya. C'est un cerveau qui a des dons incontestables pour être parvenu à entrer dans les faveurs de celui qui était considéré alors comme le premier des Camerounais. Je ne sais pourquoi. On le considérait d'ailleurs comme le premier des Camerounais alors qu'il n'a jamais été régulièrement élu dans une élection démocratique par qui que ce soit. Madame Chantal Biya a sans doute des qualités sur lesquelles je ne m'étendrai point ici. Son époux s'étend déjà bien sur ces qualités-là. C'est leur affaire privée, je ne vais pas insister là-dessus. Mais on sait que ce sont ces qualités qui lui doivent sa carrière citoyenne exceptionnelle. Madame Biya est arrivée là où elle est, non pas par les subtilités de l'intelligence, mais par les grâces du corps. C'est une manière pour moi de rendre hommage à sa grâce. Même si cette grâce, malheureusement, a été accompagnée d'une certaine truculence esthétique qui fait que le Cameroun soit aujourd'hui la risée du continent africain entier et du monde entier en raison de l'ubuesque de cette coiffure hors norme qui accompagne toujours celle qui prétend être la première dame du Cameroun alors que son mari n'a jamais été premièrement élu. Insistons beaucoup. La première fissure du système Biya s'appelle Paul Barthélemy Biya Bivondo. Loc physique et psychique manutentionné et télécommandé par une femme dont l'intelligence est inversement proportionnelle à la taille. C'est précisément, je fais une hypothèse psychanalytique, parce que cette femme n'a pas une grande et positive intelligence qu'elle la compense par une grande et ubuesque coiffure. Je ne fais pas ici une critique de type stylistique. Elle peut s'habiller comme elle veut. C'est le droit de Madame Biya. Mais j'essaie de comprendre pourquoi elle a toujours voulu avoir une tête de plus que son mari. On comprend mieux maintenant pourquoi elle a toujours voulu avoir une tête de plus que son mari. C'est parce que dans sa tête a germé l'idée que son mari étant vieillissant, sénile, ce serait elle qui ferait la pluie et le beau temps à la tête de la République du Cameroun. On a donc Yamé Faye. Vous comprenez pourquoi elle porte une coiffure comme ça? Regardez bien sa coiffure. Vous verrez que c'est une coiffure qui simule une crinière de lion ou de lionne. Est-ce que c'est faux? Vous avez Internet chez vous là. Allez regarder correctement les coiffures de Madame Biya et prenez un lion ou une lionne, surtout un lion. Regardez bien la crinière, c'est-à-dire les poils qu'il y a autour de la tête du lion. Et regardez à nouveau les photos de Madame Biya. Vous allez voir qu'il y a exactement isotopie. C'est la même structure de manière, la même structure pictogrammatique, la même structure pictographique. Madame Biya, en réalité, porte une crinière de lion. Son mari s'est présenté aux Camerounais comme étant l'homme lion, mais en réalité, derrière l'homme lion se cachait, on le voit maintenant, une femme lion. Elle a placé, par les dons naturels qui sont les siens, sa famille au cœur de l'appareil d'État. Désormais, c'est son propre cousin, Ferdinand Ngor, qui a hérité d'un décret lui accordant toutes les signatures du président de la République depuis le mois de février 2019. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Vous le savez, non? Vous savez très bien que désormais au Cameroun, Ngor Ferdinand a toutes les signatures. Il a eu une délégation permanente de signatures en février 2019. Il peut signer ce qu'il veut, nommer qui il veut. Il peut agir au nom de Biya, même à l'insu de Biya. D'autant plus que Biya a souvent de plus en plus des périodes de la journée où il est à l'insu de lui-même. Il a les yeux ouverts, mais le cerveau éteint. De longues heures dans la journée. Il me semble d'ailleurs que M. Biya a des moments où il demande à sa femme comment lui il s'appelle. Et sa femme lui dit, tu t'appelles Paul Biya, n'oublie pas. De temps en temps, il demande son propre nom à sa femme. Ce sont des maladies de la sénilité. Et le président Biya que nous avons vu est dans les processus typiques d'Alzheimer, de Parkinson, les maladies de son âge. On ne va pas s'en moquer. Car la vieillesse nous attend, si nous avons de la chance. Ce n'est pas cela le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de constater que la première grande fissure du système camerounais aujourd'hui, c'est que c'est un système qui est chapeauté par une ancienne gargotière. Vous vous rendez compte?
Où est-ce qu'on est tombé au Cameroun? C'est une ancienne gargotière qui n'a développé en réalité aucune aptitude véritable à la gestion de l'État, si ce n'est son aptitude à la manipulation de son époux. C'est cette gargotière qui prend aujourd'hui le Cameroun en otage et qui impose au Cameroun les effluves de son cerveau, lequel est coiffé d'une crinière de lionne singée, ayant vocation à nous dire que l'homme lion, en réalité, était une femme lion. Que Paul Biya était, en réalité, l'image de son antécédent, qui serait Chantal Biya. Par conséquent, il faut toujours que quand on analyse des décisions du système Biya, on n'oublie pas qu'une bonne partie de ces décisions n'émane plus du cerveau froid. Parce que Biya est un homme très intelligent. J'ai toujours été de ses opposants au président Biya qui souligne le fait qu'il est très intelligent, bien qu'il ait investi son intelligence dans un sens pervers pour desservir son peuple et préserver son pouvoir. Biya est un homme très intelligent, fin tacticien, fin stratège, avec une réserve typique de félin, avec laquelle il a tenu presque 40 ans à la tête du Cameroun. Ce n'est pas rien. En simple aptitude à la confiscation et à la conservation du pouvoir politique, ce type-là pourrait ouvrir une université en dictatorologie. Il pourrait former des apprentis, des compagnons et des maîtres dictateurs. Je m'en désole d'ailleurs de voir que Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire est entré à l'école de Paul Biya et a commencé à faire ses classes à l'école du dictateur le plus expert de l'Afrique francophone contemporaine, si ce n'est de l'Afrique francophone de tous les temps. Donc, deuxième fissure, les Camerounais ont bien compris, même s'ils ne le mettent pas encore majoritairement en pratique, que pour contrer la peur, il faut convoquer l'amour. C'est une fissure. Nous devons tourner en dérision le régime de Biya, en montrant que nous croyons en l'amour et non pas à la peur. Il faut que les artistes, les comédiens, les citoyens inventent des formes de dérision. Il faut tourner en dérision cette dictature. Il faut ironiser. Il faut casser cette dictature par la puissance de l'humour, de l'ironie, en montrer le ridicule sous toutes les manières possibles. Je vous rappelle que dans la lutte contre la dictature, l'ironie est une puissance extraordinaire. Trouvez 1000 façons de vous moquer de Biya et de son système. 1000 façons. Car en réalité, cette ironie qu'il faut mobiliser contre le système, en lui montrant que nous ne croyons plus en la peur et que nous sommes déterminés à libérer les énergies d'amour, elle va produire la confiance collective dans la lutte. Elle va élargir la confiance collective dans la lutte que nous menons. Troisième fissure. Le régime Biya, lors des manifestations du mois de juin, a révélé une faille importante. C'est qu'il a atteint le niveau de saturation de son système carcéral. Son système pénitentiaire est saturé. Je vous le dis, hein, Paul Biya n'a pas les moyens de garder en prison 10 000 Camerounais de plus. Je recommence. Paul Biya n'a plus aujourd'hui les moyens de garder en prison 10 000 Camerounais de plus. Les arrestations opérées par exemple à Yaoundé et à Douala lors des manifestations de juin ont mis les forces de l'ordre de Biya dans une difficulté énorme. Il n'y avait pas de place dans les prisons. Il n'y avait pas de place dans les gendarmeries. Il n'y avait pas de place dans les camps militaires pour loger toutes ces personnes qu'ils avaient arrêtées. Conséquence, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est cynique, c'est pervers. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tri sélectif parmi les prisonniers. Et en quoi consistait le tri sélectif? Les informations qui nous parviennent du terrain sont que la milice tribale de Biya s'est permis de trier parmi les prisonniers prioritairement des personnes qui seraient ressortissantes de l'Ouest Cameroun. Ce sont ces personnes qu'on a veillé à emprisonner prioritairement dans le but d'établir de manière frauduleuse, mensongère, que les manifestants du mois de juin étaient essentiellement originaires de l'Ouest Cameroun. Est-ce que vous comprenez le point là? Je recommence. Paul Biya s'est retrouvé au mois de juin avec une situation inédite. Il avait procédé à 500, 600 arrestations sur tout le territoire camerounais. Son problème,
c'est qu'il n'a pas 500, 600, il n'avait pas 500, 600 places prêtes dans les prisons ou dans les commissariats pour garder tous ces gens. Les moyens de les nourrir, les moyens de les soustraire à la vigilance des organisations des droits de l'homme, les moyens de les soustraire à la vigilance des puissances américaines, françaises, qui l'observent maintenant de près et qui ont des satellites sur le Cameroun. Paul Biya n'avait pas ces moyens. Vous savez ce qu'il a fait? Il a libéré l'écrasante majorité des gens qu'ils avaient arrêtés et il a retenu par sélection frauduleuse, criminelle et cynique, essentiellement, pour le gros, d'abord des personnes dont les noms sont de consonance de l'ouest du Cameroun. Quel est le but? Le but étant de présenter ces prisonniers-là, politiques, constitués par un tri sélectif de type ethnique, comme étant la preuve que les partisans de Kamto sont tous des ressortissants de l'ouest du Cameroun. Ce qui est faux. Parce que si c'était vrai, moi je serais ressortissant de l'ouest du Cameroun. Il y en a même qui sont tombés à un moment donné dans ce panneau. Moi j'aime bien quand les gens me prennent pour ressortissant de partout. J'ai été adoubé maintenant par toutes les régions. Vous prenez-moi pour ce que vous voulez. Si vous considérez que je suis un bon Banganté, ben je suis un bon Banganté, je suis un Zouimanto. Les Baham m'ont adopté, etc. Le président Kamto ne représente pas un groupe ethnique. Et ce n'est pas en emprisonnant sélectivement des Camerounais originaires de l'Ouest Cameroun que vous allez prouver cela. Parce que nous avons les moyens de documenter vos actes. J'insiste sur la fissure. Quelle est la fissure qui est apparue? Si le régime se retrouve avec 30 000 personnes à détenir en prison, le régime tombe. Je recommence. Le régime camerounais que vous voyez là, s'il a 30 000 personnes à mettre en prison à tout prix, il tombe parce qu'il n'a pas les moyens de les garder. Bon, imaginez que nous fassions une manifestation d'1 million, de 2 millions de Camerounais. Paul Biya va emprisonner qui? Et laisser qui? Dès lors que ces 2 millions de Camerounais seront mobilisés pour empêcher la continuité de l'administration criminelle de Biya. Empêcher le fonctionnement des préfectures. Empêcher le fonctionnement de ces commissariats et de ces gendarmeries où il y a des criminels. Empêcher la sortie de ces unités létales, du BIR, de la garde présidentielle. Les empêcher uniquement parce que le nombre écrasant de citoyens auxquels ils feront face, à la face du monde entier, sous flash de caméra, sous flash de journalistes internationaux, sera tel que prendre le risque de tirer, c'est se suicider. Où va-t-il mettre le surplus de prisonniers? Alors qu'ils ont été incapables d'en garder 600, là, au mois de juin. 600, ils n'avaient pas de place. Donc j'insiste pour que les gens sachent qu'il y a là une fissure du système camerounais. Biya a atteint son seuil de saturation carcérale. Le goulag est rempli jusqu'à ras-bord. Ils n'ont plus les moyens de garder les Camerounais en prison. C'est donc l'occasion de se libérer. C'est donc l'occasion pour notre peuple de se libérer. Quatrième faille. Le régime de M. Biya est définitivement discrédité sur le plan diplomatique. Tous les Camerounais de la diaspora, où qu'ils soient installés, doivent prendre en main le travail de lobbying, rassembler les faits de violation des droits de l'homme tous les jours, day by day, sur toute l'étendue du territoire national camerounais et même dans la diaspora, en faire régulièrement, chaque mois, au moins chaque mois, un mémorandum pour l'ambassade, les ambassades ou alors les représentations diplomatiques étrangères dans votre pays. Vous êtes aux États-Unis, votre diaspora a vocation à informer l'autorité américaine tous les mois de l'état des violations au Cameroun. Vous êtes en France, vous devez le faire. Vous êtes en Angleterre, vous devez le faire. Vous êtes dans quelques pays que ce soit du monde, vous devez être l'interface pour mettre à la disposition des autorités de ce pays les informations pertinentes sur les bavures, l'évolution des violations des droits humains au Cameroun. C'est cela, c'est ce lobbying multisectoriel, multidimensionnel qui a détruit la soi-disant image de marque de ce régime anti-camerounais, anti-populaire. Ce travail doit continuer, ce travail doit s'intensifier. Et j'appelle tous les Camerounais de la diaspora à être de ce point de vue d'une générosité sans borne les uns envers les autres, notamment donc dans la résistance, en mettant en commun ces informations. Il n'y a pas à faire de concurrence dans l'affaire de la présentation des malheurs de notre peuple. Si je détiens des informations sur ce qui se passe au Cameroun, je dois les mettre à la disposition de tous les groupes de Camerounais,
de l'étranger afin qu'ils sensibilisent les autorités de leurs pays respectifs à notre cause. De telle façon que nous maintenions la pression sur l'image réelle, criminelle, perverse et cynique de ce régime auprès de toutes les puissances étrangères. Je parle là du 5e point maintenant. Nous devons découvrir et approfondir la fissure suivante. Les forces répressives du régime camerounais ont peur d'une arme de destruction massive que possède le peuple camerounais, les citoyens libres, à savoir l'individualisation des criminels. Je recommence. Le peuple des citoyens résistants du Cameroun possède une arme massive de destruction contre les troupes infectes de la satrapie tribale. Cette arme s'appelle l'individualisation des informations sur les agents du système de répression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut généraliser le partage d'informations sur les personnes qui exécutent les ordres criminels du système BIA. On doit faire circuler sur tous les réseaux sociaux et auprès de toutes les autorités du monde les photos des militaires qui régulièrement participent aux missions criminelles. Tous les soldats qui, de près ou de loin, sont aperçus sur des terrains de répression des populations civiles du Cameroun doivent être filmés et dans toute la mesure du possible identifiés et nommés comme tels, par recoupement d'informations, de telle façon qu'ils soient connus, non seulement de tous les Camerounais qui se renseignent, mais qu'ils soient connus à l'international et, dans toute la mesure du possible, les actes de passage à la violence des forces de l'ordre doivent être filmés individuellement, stockés individuellement et partagés mondialement. Filmés individuellement, stockés individuellement, partagés mondialement. Il y a tel commissaire de police à Douala, à Yaoundé, en Konsamba, à Bamenda, qui s'illustre spécialement par l'application méchante, bête, aveugle des instructions criminelles du régime. Lui, nous devons avoir son nom. Son nom doit être mis à la disposition de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice, de l'Organisation des Nations Unies. Cet individu-là doit être connu dans tous les aéroports du monde comme étant auteur de violations massives de droits humains au Cameroun. Voilà un travail qui va augmenter en réalité le basculement de l'échelle de la peur du côté des criminels du régime et non pas bien sûr du côté du peuple victime. Individualisation et médiatisation des forces répressives. 6e point, il y a une fissure importante. Je vous le dis, peuple camerounais. Vous êtes 2000 personnes à suivre cette conférence. J'imagine que cette conférence bénéficie déjà de 2000 partages. Je vous le dis, 6e point important, la fissure numéro 6 dont je voudrais vous parler, c'est que les différentes sections du parti de M. Biya, le RDPC, ont commencé à trembler de peur à travers le Cameroun et dans la diaspora. Dans la diaspora camerounaise de France, d'Angleterre, bref, d'Europe et bientôt des États-Unis, le RDPC rase les murs. À l'intérieur du Cameroun anglophone, le RDPC a disparu. Ça, vous le savez. Vous savez que le RDPC a disparu au Cameroun anglophone. Bon. Le peuple en résistance, qui est privé de son droit de manifestation, qui est privé de ses libertés d'expression, de conscience, d'association, de réunion, ce peuple doit se donner pour objectif d'empêcher le fonctionnement du parti qui organise l'assassinat de la liberté des Camerounais. Le RDPC doit être rendu dysfonctionnel dans tout le Cameroun et hors du Cameroun. Parce que c'est le RDPC qui est le parti État du Cameroun. C'est-à-dire le parti qui rend dysfonctionnelles les libertés constitutionnelles du peuple camerounais. Par conséquent, la libération du peuple camerounais passe par la déconstruction du RDPC. La libération du peuple camerounais passe par la déstructuration du RDPC. Je l'avais déjà dit au début de cette conférence en vous parlant de l'affaire de ce juge qui demande aux victimes des forces de l'ordre de payer 5 millions avant que le procès ne s'ouvre.
Dès lors que nous avons une justice qui fait cela, cela veut dire que nous avons affaire à un parti État, un parti incrusté dans tous les corps de l'État, contrôlant tous les corps de l'État, et en réalité qu'il faut affronter comme tel. Le RDPC, c'est le bras civil de l'État criminel de M. Biya. L'État de M. Biya perpètre des crimes, des atteintes aux libertés fondamentales, des citoyens camerounais en général. Il n'y a aucune raison que les citoyens camerounais laissent exercer le RDPC. Le RDPC, en exerçant sur le territoire national et dans la diaspora, se donne des libertés qu'il interdit au peuple camerounais. Pour récupérer ces libertés, le peuple camerounais doit donc les retirer à celui qui les lui retire. Dialectiquement, il nous faut cibler le RDPC dans toute l'étendue du territoire national comme étant un ennemi public. Ce parti est un ennemi public et il doit être traité comme tel. Parce que c'est le parti qui accompagne l'État dans le non-respect des libertés publiques. J'ai découvert que dans la diaspora camerounaise désormais, on a honte de dire qu'on est du RDPC. Avant, ils étaient très fiers. Même à Paris, là, ils s'en vantaient. Maintenant, on cache sa carte du RDPC. Si on a même un chiffon de maillot, on le planque. Parce que si on est repéré comme RDPCiste maintenant en France, eh bien, on va passer un sale quart d'heure. Non pas en termes de violence, mais parce qu'on va avoir à répondre justement des crimes de son parti politique au Cameroun. Quand je dis qu'il faut rendre dysfonctionnel le RDPC à travers le territoire national, je n'invite ni à des coups, ni à des blessures. J'invite à une mobilisation citoyenne pacifique pour empêcher ce parti-là de fonctionner. Parce que ce parti, c'est l'État. Mobilisation citoyenne pacifique. Il y a des moyens pour paralyser le RDPC. Il y a des moyens pour empêcher le RDPC de continuer à jouir de liberté qu'il retire aux autres partis politiques camerounais. Aux Camerounais, au peuple camerounais de s'emparer de ces moyens et de les mettre en exécution. On n'a pas besoin pour cela de s'emparer de la vie d'un RDPCiste. On n'a pas besoin pour cela de blesser un RDPCiste. J'insiste là-dessus. Mais il faut empêcher le RDPC de jouir des libertés dont ne jouissent pas les Camerounais. C'est aussi simple que cela. Car s'il est empêché de jouir de ces libertés, eh le RDPC sera amené à les défendre pour tous et pour pouvoir en jouir, s'il survit à la privation de cette jouissance. Septième point qui me paraît important, il y a une faille qui est apparue, dans le soutien de la France à la dictature de Paul Biya. Il faut que le peuple camerounais exploite bien cette faille. D'abord, la faille est apparue pourquoi? Parce que pour la première fois, la puissance française, qui a pourtant instauré la dictature du Cameroun, parce que cette dictature lui profite, en bradant les matières premières du Cameroun depuis les années coloniales jusqu'à nos jours, à des prix défiant toute concurrence, prioritairement à la France, les potentats du Cameroun se sont assurés les yeux fermés de la France sur leurs pratiques dictatoriales en échange du bradage, bien sûr, des richesses nationales camerounaises. C'est ce deal qu'on appelle la France-Afrique. J'espère que vous savez tous qu'Amadou Ahidjo et Paul Biya sont des purs produits de la France-Afrique, c'est-à-dire d'un système criminel associant des élites françaises corrompues coloniales avec des élites africaines, anti-africaines, vassales du système colonial français. Le deal consiste pour les élites africaines à livrer pour moins que rien les matières premières africaines à la puissance française. En retour, la puissance française protège les dictatures, les régimes satrapiques instaurés par ces élites africaines. Ainsi, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est le fameux système dit de la France-Afrique, dont le franc CFA est bien sûr la charpente et la garantie financière. Bon, ce que vous devez très clairement comprendre, c'est que la France s'interroge pour la première fois de son histoire politique au Cameroun sur la fiabilité de son partenaire Biya. Elle se rend compte que Biya, comme je l'ai dit, est une loque physique et psychique. Elle se rend compte que désormais Biya est télécommandé par une femme à crinière. Une femme à crinière. La femme qui se croit lion. Mais dont, en réalité, le cerveau est inversement proportionnel à l'intelligence à celui de son mari.
Elle a d'autres dons sur lesquels nous n'insisterons pas ici, mais qui lui valent sa carrière citoyenne. Hein. Mais cette femme-là, eh bien, elle ne rassure pas du tout la France. La France n'est pas rassurée de savoir qu'Aïtoudi, désormais, une gargotière, avec ses cousins, organise les décisions qui gèrent l'existence de 25 millions de Camerounais. La France n'a plus confiance en ça. Ce système-là, la France ne le sent plus. C'est une faille que le peuple camerounais doit savoir exploiter pour renégocier sa relation à la France, pour renégocier les accords de coopération, les accords économiques, les accords culturels avec la France. C'est une occasion toute trouvée. La France sent qu'à tout moment, le peuple camerounais va prendre le pouvoir. La France sent qu'à tout moment, le peuple camerounais va prendre le pouvoir. Donc la France commence à modifier légèrement son discours. Attention, la France ne modifie jamais son discours par amour pour un peuple. Les politiques français, presque tous bords confondus, à quelques exceptions près, n'aiment pas spécialement les Africains. Non, ils aiment l'Afrique, mais ils n'aiment pas spécialement les Africains. Car pour eux, l'Afrique, c'est d'abord le fric. Je recommence. Ils aiment l'Afrique, mais pas spécialement les Africains. Car pour eux, l'Afrique, c'est d'abord le fric. Je vous donne une référence à ce raisonnement. Une déclaration de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac. Jacques Chirac a dit la chose suivante. Il s'adressait aux Français. Quand vous avez un billet de 10 € dans votre main, n'oubliez jamais que 7 à 8 € de ce billet de 10 € viennent de l'Afrique. Là, je cite de mémoire l'ancien président Jacques Chirac, avant qu'il n'ait sa maladie d'Alzheimer, qu'il ne souffre d'un pneumoniose, bref, la maladie qui lui a permis d'échapper lui-même à ses procès pour corruption ici en France. Ouais, il a entourloupé comme ça, bon, on a dit qu'il n'a plus de mémoire, donc il ne peut plus répondre au tribunal. Et manifestement, il est vraiment malade. Quand on le voit marcher, on voit que chez lui, Alzheimer et Parkinson ont commis des gaffes encore plus avancées que pour le moment chez notre pôle Biya national. Permettez-moi d'humecter ma gorge par ce bon Perrier frais. Chers amis, j'insiste pour que vous compreniez la faille française au Cameroun. La France n'est plus sûre que ses intérêts puissent être garantis par un homme qui est une loque physique et une loque psychique et qui est manutentionné et télécommandé par une femme acrinière dont le cerveau contient une intelligence inversement proportionnelle à celle de son mari. La France est donc en pleine réflexion. Que faire? L'hypothèse la plus intéressante pour la France, c'est d'accompagner une révolution de palais. C'est-à-dire, d'une certaine façon, de préparer à l'intérieur du sérail de Biya une personne qui va continuer la politique de Biya, mais avec un cerveau un peu plus frais et des capacités intellectuelles, des capacités technocratiques, des capacités stratégiques, des capacités géopolitiques un peu plus avérées. Biya a de fait été amené par sa femme à offrir à la France la solution que le gestionnaire testamentaire soit Ferdinand Ngongo et que ce gestionnaire testamentaire prépare l'avènement, soit, je le pense toujours, du fils de Biya, Franck Biya, qui désormais donne des ordres aux principaux corps de la milice tribale, le BIR, les renseignements généraux, la garde présidentielle, la sécurité militaire. Franck Biya leur donne désormais des ordres parce que son père l'a fait présenter comme tel. Hein? Franck Biya, c'est l'Ali Bongo du Cameroun. Hein? Franck Biya, c'est l'Ali Bongo du Cameroun. Au fond, c'est lui, ce n'est pas Betty Assomo qui est le véritable ministre de la Défense. Betty Assomo, c'est un ministre de la Défense délégué. Bon, la défense est gérée à la présidence de la République. À la présidence de la République, eh bien, même Ngongo s'en réfère en dernière analyse à Franck Biya. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi ces derniers temps, on a fait arrêter l'autre fils adultérin de M. Biya, un certain M. Gilbert Baongla, qui a été foutu au gnouf
parce qu'il commençait à troubler le système successoral huilé par Monsieur Biya ou plutôt par Madame Biya. Dans ce système successoral, Gilbert Baonla n'est supposé jouer aucun rôle. Dans ce système successoral, Chantal Biya est supposée choisir celui qui va garantir les intérêts du clan, puisqu'elle est devenue le cerveau écervelé par la maladie de son mari. Donc, les choses se jouent entre Ngongo, Chantal Biya et Franck Biya. La question étant de savoir si Madame Chantal Biya, dans un deuxième moment d'élimination, ne va pas disposer de Franck Biya pour favoriser son clan, ou si au contraire, Franck Biya, dans une espèce de posture d'Ali Bongo du Cameroun, peut garantir les intérêts de sa belle-mère. On a vu Ali Bongo garantir les intérêts de la belle famille de son père dans les mêmes conditions. Bref, en réalité, voilà le trio à l'intérieur duquel s'organise une succession qui pourrait complaire à la France. Biya a donné la délégation de signature pour Ngongo, et ainsi Ngongo peut gérer le pays comme président de la République intérimaire jusqu'à l'enterrement de Biya, si Biya meurt comme il le souhaite lui-même au pouvoir, avec les obsèques nationales et tout le monde qui va pleurer, le grand camarade national, l'anticolonialiste d'opérette, le père du renouveau, l'homme des grandes ambitions, et je ne sais, autres fadaises qui peuvent servir de parfaits somnifères pour de grands insomniaques. Eh bien, ça c'est le plan A de la France. Biya leur a donné un certain nombre de garanties que si jamais il tombait, ça va se passer entre Ngongo, sa femme, et puis Franck Biya, lesquels contrôlent l'essentiel de l'armée la plus armée à l'intérieur de l'armée, à savoir le bataillon ethno-tribal dispatché dans les renseignements généraux, le BIR, la sécurité militaire et la garde présidentielle. Ça là, vous avez compris. Mais la France n'a pas trop confiance en ce scénario parce qu'elle voit que le peuple camerounais est en train de se réveiller d'une manière bizarre et que Kamto est devenu une figure importante du Cameroun. Ça, c'est les mots de la France. Kamto est devenu une figure importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, comme à l'accoutumée, elle a deux fers au feu. Si les Camerounais laissent et continuent de se soumettre aux diktats de Biya et de ses héritiers, la France va jouer tranquillement la carte de la succession interne du régime Biya. Biya bis réapparaîtra, Ngongo ou n'importe quel autre officier militaire de l'armée prendront le pouvoir et la France les soutiendra. Ou alors la France soutiendra un coup d'État, une prise de pouvoir par l'armée qui va organiser une pseudo-élection qu'elle va faire forcément gagner par un membre du clan choisi et adoubé par la France. Ça, c'est le plan A. Mais avec le peuple camerounais qui est devenu remuant comme ça, le peuple camerounais qui a été éveillé, le peuple camerounais qui a été remis sur les rails de la marche de son destin par la lutte du président Maurice Kamto et de ses compagnons, alors là, la France a un autre problème. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on fait si les gens disent Biya, on l'a supporté, mais vraiment, un autre Biya bis ou un vice Biya ou bien un des types encore de ce machin-là, on n'est pas prêt. Si le peuple camerounais soudain s'embrase, que fait la France? Très prévoyante, la France imagine donc un scénario dans lequel elle entrerait en dialogue avec celui ou ceux pour qui le peuple camerounais pencherait. D'où le discours mielleux, relativement mielleux qu'elle a commencé à tenir envers le leader de l'opposition camerounaise, le président élu Maurice Kamto, aujourd'hui incarcéré. Que dit la France? La France dit qu'elle est inquiète parce qu'une figure importante, le juriste international Maurice Kamto, est encore en prison et qu'il faut qu'il soit libéré. Que veut dire la France? Que si Maurice Kamto est libéré, il faudrait qu'on la félicite et qu'on la remercie. C'est-à-dire que si les Camerounais devaient porter réellement Maurice Kamto dans l'exercice effectif du pouvoir, il faudrait que les Camerounais remercient la France d'avoir fait libérer Maurice Kamto. Vous voyez comment les Occidentaux font de la politique? Ils font de la réelle politique. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à rebondir dans tous les cas. Si ce n'est pas Maurice Kamto qui finit par exercer l'effectivité du pouvoir après Biya, et si ce n'est pas un héritier de Biya, la France, par cette espèce de discours ambigu de l'entre-deux, se prédispose à dire, vous savez, à un moment donné, nous avions pris fait et cause pour la lutte du peuple camerounais. Vous savez,
Nous étions à vos côtés. Donc, Macron, il a déjà le brouillon du tweet qu'il va écrire. Si le peuple camerounais balaie toute cette machinerie politique et obtient une transition vers des élections anticipées, une transition vers une nouvelle république fédérale. Si le peuple camerounais fait ça, obtient ça, la France va aussi rebondir pour dire, d'abord, je vous dicte le communiqué de M. Macron. Et je vous dicte son tweet. J'ai lu son tweet dans les nuages de l'avenir. Il va écrire ceci. Je félicite chaleureusement le peuple camerounais d'avoir enfin pris toutes ses responsabilités. La France se tiendra à ses côtés pour l'accompagner harmonieusement vers le bel avenir démocratique auquel il se destine. Heureusement que je suis fils adoptif de la France. Je connais mes gens-ci. Je les connais, hein. Je les connais trop. Le communiqué de Macron, le tweet de Macron, ils sont déjà prêts pour les 3 cas que je viens d'examiner devant vous. Donc nous, en tant que nous parions pour le peuple, nous luttons pour que ce soit le peuple qui se libère, faisons écrire à Macron le communiqué sur la 3e hypothèse. Faisons tout pour qu'il n'y ait pas une succession, un héritage successoral à la tête de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que ni Ngongo, ni Chantal Biya, ni Franck Biya ne doivent exercer la magistrature suprême dans ce pays. Empêchons qu'ils organisent un faux coup d'État, comme si c'était fait renverser eux-mêmes, en installant un officier qui va organiser de fausses élections pour nous ramener un Biya bis. Faisons tout pour que ce soit l'écrasante majorité du peuple camerounais qui impose l'ouverture d'une véritable transition vers l'état de droit. Donc voilà pourquoi j'ai parlé dans les parties 3 et 4 des fissures. Je vous ai ainsi résumé les 2 parties suivantes de ma conférence. J'arrive maintenant, vous êtes 2000 personnes toujours à me suivre, j'arrive à la dernière partie de cette conférence. Et cette dernière partie a valeur de conclusion. Elle a valeur de conclusion. Oui, chers amis, la question qui se pose maintenant et que j'appelle le clou de l'affaire, de l'intensification et de la diversification de la lutte, le clou de cette affaire, c'est la question suivante. Comment libérer le peuple camerounais et l'armée camerounaise de la milice tribale qui les braque? Comment libérer le peuple camerounais et l'armée camerounaise de la milice tribale qui les braque? J'ai le bonheur d'observer cette question de près depuis plusieurs décennies. Premièrement, je vous informe, si ça vous avait échappé, que la plupart des militaires camerounais, des gendarmes camerounais et des policiers camerounais ont peur du BIR, de la garde présidentielle, de la sécurité militaire et des renseignements généraux. On a donc rien fait. La plupart des militaires camerounais, des gendarmes camerounais, des policiers camerounais, des douaniers, des eaux et forêts, et même la plupart des autres auxiliaires de l'administration camerounaise, soumis au régime donc de M. Biya, a peur, la plupart de ces gens, eh bien, a peur des corps que je viens de vous citer. Autrement dit, le Cameroun est un pays qui réalise le paradoxe d'être un pays dont l'armée est braquée par une armée qui braque en même temps le peuple. Je vous donne une image pour illustrer la situation camerounaise. Il y a Zimusendas Verstehen, vous devez comprendre. Nilaman Normelonge, Bignon Senga. Imaginez l'image suivante. Un homme tient un revolver, le revolver est placé derrière la nuque d'un autre homme. Et il dit à cet autre homme de tirer sur le peuple camerounais. Sinon, on va lui tirer dessus. L'armée camerounaise est exactement cet homme intermédiaire. La police et la gendarmerie camerounaise sont exactement l'homme intermédiaire de mon image. Vous avez le braqueur, vous avez
le soldat classique, le policier classique, le gendarme classique, et puis vous avez le peuple. Le braqueur braque le gendarme, il braque le policier, il braque le douanier, et il ordonne aux policiers, aux gendarmes et aux douaniers de braquer le peuple. Quand le policier et le gendarme ne font pas correctement leur travail, ou le militaire de base ne font pas correctement leur travail, on les flingue eux, et ensuite on flingue exemplairement le peuple, pour que les autres militaires qui voient cela se soumettent, pour que les autres policiers qui voient cela se soumettent, pour que les autres gendarmes qui voient cela se soumettent. Autrement dit, rendez-vous compte que la plupart des hommes qui sortent dans les rues de Douala, de Bafoussam, de Garoua, de Ngaoundéré, de Yaoundé, pour maltraiter les Camerounais, ce sont des hommes et des femmes qui sont maltraités au quotidien dans les camps militaires. Je recommence. Nous avons une armée. Nous avons des policiers, des gendarmes et des militaires qui sont maltraités au quotidien par la milice satrapique, tribale de M. Biya. Les soldats du BIR ont un mépris souverain pour la piétaille de base de l'armée. Je vous en informe. Et la piétaille de base de l'armée, les autres soldats de l'armée les détestent. Ils détestent les gardes du BIR. Ils les détestent tellement qu'ils n'osent pas le dire ouvertement. C'est quand ils sont en cachette comme ça qu'ils parlent. Rendez-vous compte que l'armée camerounaise est une armée dont les soldats, les gendarmes, les forces de l'ordre, police, douane, etc. se font tabasser. Je dis bien tabasser et tuer par la milice tribale de M. Biya tous les jours dans les camps militaires. Oui, le BIR, la sécurité militaire, la garde présidentielle, les renseignements généraux tabassent des militaires, tabassent des policiers, tabassent des gendarmes, tabassent même des agents de renseignements généraux. Tous les jours, à travers les camps militaires de la République et dans des lieux de torture. Donc en fait, on a affaire à une armée apeurée et qui tue par peur. Partout à travers le Cameroun, nous avons affaire à une armée, à une police, à une gendarmerie apeurée et qui tue par peur. Comprenez-moi bien. Vous savez que la peur est en réalité la chose qui rend les êtres humains les plus violents possibles. Les dictateurs, par exemple, ont tendance à continuer à tuer parce qu'ils ont peur d'être tués. La peur, paradoxalement, rend violent. Et la violence n'est pas le signe qu'on est puissant. La violence est le signe qu'on est faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contrôler. Vous voyez comment il faut inverser les signes pour comprendre? C'est quand on est faible qu'on n'est pas maître de soi. C'est quand on est fort qu'on est maître de soi. Et qu'on fait un usage mesuré de la puissance. Au Cameroun, puisque l'armée est en très bonne partie multiethnique, cette armée multiethnique, elle est braquée par la milice ethnique contrôlée directement par Biya et son cercle rapproché. Elle est brutalisée. La brutalité de la police, la brutalité de la gendarmerie, la brutalité du soldat classique envers le Camerounais au quotidien est l'expression de sa peur, s'il n'est pas brutal, d'être brutalisé. Il faut que vous compreniez cette dialectique. Il est brutal envers son compatriote parce qu'il a peur de retour au camp, d'être brutalisé par les miliciens tribaux de Biya, qui les observent. Si vous regardez bien la structure des groupes militaires qui répriment les Camerounais dans les rues, cette structure-là est toujours composée en réalité de deux groupes. Il y a un groupe d'inspecteurs. Ils ne se mettent pas forcément immédiatement au premier rang. Il y a ceux qui inspectent la troupe. Quand il s'agit d'une unité de police, il y a toujours un qui est en réalité un agent de renseignement de la milice tribale. Au moins un, ou deux ou trois. Quand il s'agit d'une unité militaire, il y en a toujours deux ou trois qui sont des agents de renseignement directs de la milice tribale. Quand c'est un groupe de gendarmes, il y a toujours un groupe parmi eux qui est chargé d'informer la milice tribale. Donc en fait, les gars sont braqués même sur le terrain de répression. C'est-à-dire que quand tu vois un militaire camerounais, un gendarme camerounais en train de tabasser un manifestant, sachez qu'il est en train de faire un travail sous contrôle. Pas sous contrôle du peuple, il s'en fout du peuple. Parce qu'il n'a pas peur du peuple. Le peuple n'étant pas nombreusement sorti. Il a surtout peur de ce qui va lui arriver
de retour au camp militaire, de retour au poste de police, au commissariat. Il a surtout peur, non pas seulement de perdre son métier, mais de perdre ses dents quand il va rentrer au camp. Toute objection faite par un soldat camerounais à son collègue, membre de la milice satrapique, signifie un décret de mort. De telle sorte que je veux que les Camerounais comprennent que pour libérer l'armée camerounaise du braquage de cette armée, mais la solution c'est encore que les Camerounais sortent en tel nombre que même les miliciens satrapiques ne sont même pas capables d'inciter qui que ce soit à être violent. En fait, on est dans une situation où le peuple camerounais doit libérer l'armée camerounaise. Est-ce que vous me comprenez là? Le peuple camerounais doit libérer l'armée camerounaise de ces braqueurs qui sont la milice tribale de Biya. Et le jour où le gros de l'armée camerounaise, de la gendarmerie camerounaise, de la police camerounaise va se rendre compte que la mobilisation du peuple camerounais est suffisante pour qu'il n'ait pas peur d'être réprimé par les miliciens tribaux, il va y avoir basculement. Faites ça avec moi, c'est ce qui va se passer le jour là. Paf, paf, paf. Vous allez voir comment il va y avoir un... Comme disent les joueurs d'échecs, il va y avoir un rocking chair. C'est-à-dire que vraiment, ça va danser. Il va y avoir une permutation de position. Le gros de l'armée, de la gendarmerie, de la police va basculer du côté de la population. Quand ils vont être sûrs que les miliciens de Biya ne les attendent plus dans la caserne pour les maltraiter, pour les humilier, pour leur couper leur salaire, pour leur couper leurs primes. Quand ils vont être sûrs de ça, ils vont basculer tout de suite derrière le peuple. Et certains viendront vous dire, en fait, on était avec vous, mais on avait peur. Beaucoup le disent maintenant au quartier. Est-ce que c'est faux? Vous n'avez pas des cousins gendarmes, des amis policiers, militaires? Vous n'avez pas des militaires, des gendarmes, des policiers dans votre famille? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ne sont-ce pas les mêmes qui viennent souvent vous dire « Eh, demain ça va être mauvais, pardon, ne viens pas à tel endroit parce que je ne veux pas être obligé de te taper. » Moi, j'ai entendu ça dans ma vie, au Cameroun. Des gens que je connais dans la vie au quotidien qui me préviennent à la veille d'une marche que « Eh, dis donc, pardon, ne viens pas demain là-bas, je ne veux pas être obligé de te taper. » Pourquoi tu seras obligé de me taper alors que je suis en train d'exercer un droit protégé par la loi? Et réponse, si je ne te tape pas, je suis mort. Si je ne te tape pas, je suis mort. Donc, rendez-vous compte que les militaires, les gendarmes, les policiers auxquels vous avez affaire ont peur qu'au retour au camp militaire, ce qu'ils vous ont fait ou ce qu'ils ne vous ont pas fait, on le leur fasse. Donc, voilà pourquoi notre peuple doit prendre conscience du fait que c'est lui qui va même libérer ses soldats, ses policiers, ses douaniers. Et que le jour où il leur aura donné la preuve qu'il est massivement mobilisé et qu'ils sont protégés des représailles de la milice tribale, les gendarmes, les policiers, les douaniers, les eaux et forêts vont basculer massivement pour le peuple camerounais. On a Gossiam. Regardez bien, hein. Nous sommes le 20 juin 2019, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, non? Nous avons donc un travail à faire pour que les gens comprennent que la véritable libération du peuple camerounais va passer également par la libération des militaires, des policiers, des gendarmes, de la peur de leurs braqueurs internes qui appartiennent au corps en question. Deuxième point important, nous devons créer des pages internet, peut-être même un site internet consacré à la description du système répressif camerounais par tous les Camerounais de bonne volonté du pays et de l'étranger. Je m'engage à vous proposer cette page internet. Ce sera sans doute au départ d'abord une page réseaux sociaux de style Facebook, où je souhaite que chacun d'entre vous, de partout à travers le Cameroun et le monde, veniez contribuer à décrire le système répressif. C'est-à-dire, il faut que chacun d'entre vous dise comment, à son avis, fonctionne la garde présidentielle, le BIR, la sécurité militaire, les renseignements généraux qui braquent l'armée, la police et les gendarmeries et braquent les Camerounais. Il faut que la compréhension du fonctionnement de l'appareil répressif devienne banale au Cameroun.
Il faut qu'un citoyen camerounais lambda, même assis derrière ces 4 bières, ces 6, ces 7, soit capable de récapituler la manière dont fonctionne la répression dans le pays. Parce qu'il y a un problème dans ce pays. Les gens sont réprimés et ils ne savent pas comment ça marche. Les gens ne savent pas très bien comment ça marche. Les gens ont une bribe par-ci, un morceau par-là. Et c'est trop facile qu'on vienne leur expliquer comment ça marche, alors que chacun peut témoigner. Et la somme de nos témoignages va créer une intelligence collective, un cerveau collectif. Donc moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, je crée dans les prochains jours une page Facebook consacrée à la description par les citoyens du Cameroun, par les amis du Cameroun, du système répressif au Cameroun. Vous avez des documents, vous avez trouvé des articles, vous avez trouvé des recherches, vous avez trouvé des études, vous-même vous avez des témoignages. On mettra tout ça en commun spécialement sur cette page. Comprendre le système répressif camerounais. Afin que cette intelligence du système répressif soit partagée par les citoyens. Car quand on comprend, les forces de la peur sont vaincues d'abord par celles de la connaissance, et ensuite, quand on a bien compris, l'amour reprend le pouvoir sur la peur. Car on sait de quoi on parle et on sait ce qu'on combat. Je recommence ce point. Garde présidentielle, BIR, sécurité militaire, renseignements généraux doivent faire l'objet d'un travail collectif du peuple camerounais en résistance. Un travail de compréhension, d'analyse et de mise en commun des résultats. Je m'engage dans les 3 prochaines semaines à vous ramener une synthèse de tout ce que j'aurai appris par mes propres moyens, mais également grâce à l'intelligence collective du peuple camerounais. Donnons-nous 3 semaines de travail sur cette question. Le site sera disponible pour que les uns et les autres continuent de contribuer. Les résultats de ce travail seront reversés dans une grande conférence sur description scientifique de l'appareil répressif camerounais. Comment on tue les Camerounais? Comment on braque les Camerounais? On va décrire ça région par région, ville par ville, localité par localité, unité par unité, système par système. Ce qui est aussi important, sur le site que nous allons créer, vous mettez les noms des gens qui sont auteurs de cette répression et leurs photos. On va individualiser, on va mettre des visages au système répressif camerounais, au point que quand vous les voyez dans les aéroports à travers le monde, vous les reconnaîtrez, les responsables de ce système. Il faut que leur visage vous devienne familier, que vous les connaissiez, que vous les reconnaissiez, que vous soyez capable de les identifier entre 100 personnes. Oui, c'est monsieur un tel. C'est lui qui est le responsable de telle région militaire, de telle unité, à tel endroit. Si vous le voyez à Genève, si vous le voyez, le voici. Nous allons créer cette page pour que les Camerounais regardent en face et arrêtent d'avoir peur. Qu'ils comprennent, qu'ils dominent et qu'ils prennent le pouvoir. Je dis que si nous voulons résoudre ce problème, il y a un 3e chemin incontournable. Vous le connaissez. C'est une petite loi de mathématiques politiques que j'ai essayé de rédiger il y a maintenant 5 ans et avec laquelle je me promène à travers conférences et monts et veaux dans le monde entier pour l'expliquer aux Camerounais. La libération du peuple passe par, en réalité, un rapport supérieur à 1 et allant à plus l'infini entre la majorité qualifiée du peuple et la minorité médiocre. Il faut qu'il y ait toujours davantage, plus de personnes membres de la majorité qualifiée par rapport aux personnes membres de la minorité médiocre. Maintenant, je vais simplifier cette équation en disant que l'augmentation de la mobilisation des tontinards allant vers l'infini de la population camerounaise, en tout cas vers le maximum de la population camerounaise, la minorité sardinarde qui tient aujourd'hui le pays en otage sera vaincue. La liberté passe donc par l'augmentation permanente, day by day, l'augmentation du rapport de force démographique, de force humaine entre la minorité sardinarde qui tient le pays en otage et la majorité tontinarde qui a cette aspiration à la liberté demandant à être accomplie. Un soldat armé, entouré de 100 citoyens, ne tire jamais. Un soldat armé, entouré de 100 citoyens, ne tire jamais. L'armée camerounaise, à tout prendre, avec tous ses supplétifs, maximum c'est 100 000. Et ce n'est pas ces 100 000 qui sont opérationnels. Les 4 unités dont je viens de parler, elles ne débordent pas
les 30 000 hommes en capacité de combattre. Il ne dépasse pas 30 000 à 40 000 hommes en capacité de combattre. Si nous mobilisons 1 million de Camerounais, nous sommes déjà sûrs que chacun de ces 30 000 hommes sera submergé physiquement. Et tout acte criminel dans ces conditions est un suicide. Nous sommes 100 autour de toi et tu veux tirer. Peut-être que tu réussiras à tirer, mais tirer, c'est te suicider. Les militaires veulent vivre. Ils veulent rentrer, voir grandir leurs enfants, leurs femmes. Ils veulent les voir. Ils veulent regarder les matchs à la télé. Les militaires que vous voyez là sont des êtres humains comme nous autres. Ils sont déshumanisés parfois par un système politique comme celui de Biya, mais c'est des hommes. Même quand ils sont issus de la tribu, le jour où le petit vilain malfrat tribal, incrusté, soi-disant dans le bir, etc., se retrouve avec 100 êtres humains autour de lui, il est rappelé par la rationalité élémentaire de la survie au bon sens. Donc même sous le grand Mobutu qui détenait des moyens financiers encore plus puissants que ceux de Paul Biya et qui bichonnait sa garde comme aucune autre garde en Afrique francophone, quand le rapport population militaire s'est retrouvé à 1 contre 100, la garde présidentielle de Mobutu s'est déshabillée quand elle le pouvait. Elle a abandonné ses treillis et elle s'est fondue dans la population. Les plus malins, quand ils étaient pris sur le fait, se mettaient à chanter les mêmes chansons de la liberté que la population pour être éventuellement épargnés. Sachez que le secret de la vraie liberté gît dans les mains du peuple camerounais. Je conclus d'un dernier mot cette conférence qui, vous le voyez, a aspiré autant que je peux l'essentiel des forces de mon intelligence ce soir. Il y a un point qui est très important, c'est que nous devons avoir à l'esprit, dans toute cette lutte que nous menons, l'objectif que nous visons. L'objectif que nous visons, c'est une transition vers un état de droit, vers une démocratie authentique. C'est-à-dire, il doit y avoir un dialogue national inclusif au Cameroun. Ce dialogue national inclusif permettra d'élaborer un nouveau projet de constitution. Et je crois que la solution au problème national camerounais sera dans une république fédérale à 7 ou 9 États fédérés. République qui, comme je l'ai déjà expliqué dans une conférence disponible, permettra de résoudre et la question anglophone par la restitution des libertés fondamentales de l'ancien État anglophone et la question de tous les autres Camerounais par une nouvelle répartition de la gestion des ressources financières de l'État, 60 à 65% pour l'État fédéral, 35 à 40% pour les États fédérés. On va repenser un système fédéral camerounais permettant la participation locale des citoyens à la gestion du pays, le contrôle des pouvoirs locaux par des gouvernements locaux. On peut repenser un système fédéral camerounais très original qui peut s'inspirer des expériences nigérianes, sud-africaines, ghanéennes, américaines, allemandes. Vraiment, on a tous les technologues constitutionnels pour bâtir un tel système alternatif qui résoudra le problème de l'escroquerie subie par les anglophones, par la construction de l'État unitaire, et en même temps l'escroquerie subie par tous les Camerounais par l'extrême centralisme du système politique issu de la colonisation française, le système du parti unitaire, du parti central, UNC, RDPC, dont le pays souffre encore aujourd'hui. N'oubliez pas que nous savons où nous allons. Si nous résistons ainsi, c'est parce que nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas là dans une résistance de plaisantins. Nous sommes dans une résistance nourrie par une perspective mûre. Le dialogue national inclusif permettra d'aller à un référendum constitutionnel. Il permettra ensuite d'aller à des élections générales. Ces élections générales seront nécessairement anticipées. Et j'insiste là-dessus, ça c'est mon point de vue. Le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, même s'il vient à gagner, comme je l'espère de toute mon âme, de tout mon cœur, le contentieux électoral qui est aujourd'hui porté devant l'Union africaine, il a un devoir envers le peuple camerounais. Ça sera d'organiser, d'accepter et de participer de bonne volonté à l'organisation d'élections présidentielles, d'élections législatives, d'élections régionales
anticipée au Cameroun. On ne peut pas se permettre de croire que le système politique qui serait issu de cette lutte, eh bien, serait stable uniquement parce que le président élu du 7 octobre exercerait l'effectivité du pouvoir. On ne peut pas se permettre de le croire. Vous voyez très bien que les élections qui ont permis à notre président d'être élu n'ont pas pu avoir lieu correctement dans le Cameroun anglophone. Comment faire participer le Cameroun anglophone à un consensus autour des résultats du contentieux électoral qui a eu lieu finalement dans le Cameroun francophone? Deuxième difficulté, le taux d'abstention aux élections sous Paul Biya est toujours affligeant. Une bonne partie des citoyens camerounais ne se reconnaissent même pas dans les événements politiques organisés sous le système Biya. Donc il va falloir que notre président élu, le président Maurice Kamto, dont je souhaite ardemment l'imminente libération, prenne toute la mesure de la responsabilité patriotique qui sera la sienne, d'acter et d'appuyer que, une fois que le contentieux électoral a été tranché, si, comme je l'espère, il est reconnu comme celui qui, dans les conditions du 7 octobre, doit exercer les responsabilités suprêmes du pays, il faut qu'il soit le président de la transition du Cameroun vers la démocratie. Il faut, et je le dis déjà au président Maurice Kamto, que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie. Je le lui dis déjà, Monsieur le Président, si vous sortez de là, le plus grand cadeau que vous ayez à donner au Cameroun, contrairement peut-être à ce que le programme de votre parti dit, à savoir effectivement le programme économique très original de votre parti que j'ai bien lu, ce que vous avez d'abord à donner au Cameroun, c'est un état de droit. Et je suis sûr que si vous contribuez à doter le Cameroun d'un état de droit, vous lui aurez rendu le service le plus important depuis la naissance du Cameroun dit indépendant. Ce service n'aura d'unité de mesure que le service de la génération du président Félix Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Moumié, Osende Afana, pour revendiquer la souveraineté authentique du peuple camerounais. À rendre l'état de droit, rendre aux Camerounais l'état de droit auquel ils aspirent depuis la naissance de ce territoire comme un espace national. C'est se connecter à la lutte la plus noble de l'histoire du peuple camerounais. La lutte contre l'esclavage, la lutte contre la colonisation, la lutte pour une décolonisation authentique. Eh bien, le couronnement de cette lutte, le président Maurice Kamto, son destin est d'incarner la transition vers un véritable état de droit. Élu en 2018 le 7 octobre, selon la constitution de 2016, il devrait avoir 7 ans au pouvoir. C'est-à-dire de 2018 jusqu'à combien? Jusqu'en minimum 2025, si je ne m'abuse. Or, le Cameroun ne peut pas se payer le luxe d'une prolongation du système politique issu de Biya dans ces conditions. Il faut absolument rejouer la légitimité démocratique à tous les niveaux après avoir au préalable consensuellement refondé une constitution, après avoir consensuellement réformé l'État. Dans cette période transitoire, il va de soi que celui qui a autorité pour diriger le Cameroun, mais c'est le président Maurice Kamto. C'est le président Maurice Kamto. Sur quelle base allez-vous désigner quelqu'un d'autre pour diriger une telle transition, alors que lui, il a infligé une quadruple défaite démocratique, médiatique, juridique au système Biya. La moindre des choses, c'est que dans le cadre d'un consensus national, d'un dialogue national inclusif, le président Kamto soit chargé de la feuille de route d'être le président qui va organiser la fondation de l'état de droit moderne du Cameroun. Fondation consensuelle. C'est une opération qui peut prendre aisément 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans de reconstitution de l'appareil d'État, mais on rejoue l'élection présidentielle. On l'ouvre à tous les concurrents et il y a enfin une concurrence absolument loyale, ouverte, populaire, démocratique, qui renouvelle tout notre pays. C'est cela le sens de la transcendance, le dépassement de soi, auquel chaque Camerounaise et chaque Camerounais doit se hisser. Si je mouille le maillot, comme vous me le demandez, et comme je le désire de toutes les tripes de mon corps,
de mon cœur, c'est parce que je rêve. Moi qui ai 47 ans cette année, je rêve de ne pas quitter ce monde sans avoir vu le Cameroun, mon pays natal, devenir durablement un état de droit. Et je suis convaincu, par les actes de droit qui ont fait de lui l'icône centrale de notre lutte, que la mission destinale du président Maurice Kamto, dont je crois qu'il sortira bientôt de ses liens dans cette prison infecte de Kondengui, c'est de fonder l'état de droit. S'il réussissait cette mission, aux côtés de tous les patriotes, les républicains, les progressistes, les humanistes de bonne volonté du Cameroun, il aurait accompli la plus grande œuvre, lui, de sa génération. Et il aurait contribué ainsi à bâtir un Cameroun infiniment plus solide que le brinque-ballant machin dont l'histoire qui commence un certain 1er janvier 1960 nous a raconté la fadaise. Oui, chers amis, je tenais à vous dire que nous sommes debout, verticaux, debout dans notre fierté tontinarde, entendue comme catégorie sociopolitique transversale, transethnique, humaniste, une catégorie qui est le fondement de la clarification de la révolution citoyenne camerounaise. Nous sommes debout et nous vous invitons à rester debout. Être debout, c'est une attitude mentale. C'est une forme de rectitude qui s'acquiert par l'habitude de la justice et de la vérité, par l'amour de la beauté, l'amour du bien, l'amour du juste et du vrai. Si on aime véritablement ces valeurs, on ne peut qu'accompagner le peuple camerounais dans sa lutte contre la dictature de M. Paul Barthélémy Biya. Oui, c'est de cela que je voulais intensément vous parler aujourd'hui, et je suis très heureux que vous m'ayez accompagné dans ce long voyage au bout de la nuit, chers amis. Alors, je vous remercie individuellement et collectivement de votre patience. Je vous remercie d'avoir protégé cette conférence et j'aimerais de nouveau la clore en écoutant le grand Abdou Benito. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants. Merci Emmanuela et Sylvie Petsou, Aurélie Wako. Les amours perdus. Je vous salue. Nous qui avons connu Solange, la Jimmy, misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. merci. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter Thank you very les much. souffrances de la terre. Thank you all. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère. I love you all and I thank you. I thank you for all your love. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Merci. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Thank you all. May God bless Cameroon and give us the strength
Give us all the power of word and goodness to fulfill our goals. Merci Christiane Kameni. Flore Ali. Merci. Danke schön. Seras-tu Danke sehr. fidèle Franck Ndiaga. Merci Franck. de son nid tous les matins? Nasombi Nyodita. Abono basa ba Cameroun bobaso. Nkon masenga ndak. Nen siagne. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. En uwa hausawa. Inna godia datarbana. De la Ah matsayin bahaushe. prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Thank you. Bye. Chantons. Thank you so much.